Allez, c'est parti pour le face-à-face. Anna Kamana, bonsoir, grand reporter au Point, et puis tous les matins avec Christophe Delez sur BFM TV. David Revaud-Dallon, bonsoir, du quotidien du Monde. L'actualité politique ce soir, c'est Nicolas Sarkozy de nouveau à Bordeaux, dans le bureau du juge, sur l'affaire Bettencourt, confrontation avec l'ex-majordome de la milliardaire. On ne va pas rentrer dans le fond du dossier, parce que la confrontation se poursuit actuellement. On verra si on en sait plus à la fin de cette confrontation. Mais enfin, quand même, on était sur de bonnes séquences pour Nicolas Sarkozy. Le voyage triomphal en Libye, Sarkozy le libérateur, Sarkozy qui semblait aussi préparer peut-être un terrain propice à un retour politique. Et puis patatras, ces affaires judiciaires qui reviennent. Quand c'est pas Bettencourt, c'est Karachi. Ça fait beaucoup, Anna Kamana? Alors, je peux vous dire une chose, c'est que les sarkozystes aujourd'hui, ils vous disent que Sarkozy s'y attendait, que Nicolas Sarkozy savait que les juges ne le lâcheraient pas, que les juges le détestent. C'est vraiment comme ça que Nicolas Sarkozy vit, si vous voulez, c'est ce qu'il vit comme un acharnement thérapeutique contre lui de la justice. Et ça remonte, les mauvaises relations, les relations même exécrables entre Nicolas Sarkozy et le monde judiciaire remontent à longtemps, parce qu'on se souvient, il faut se souvenir que quand il est arrivé à l'Élysée en 2007, il avait traité les magistrats de petits pois. Attendez, la phrase c'était donc des petits pois ayant la même couleur, le même gabarit et la même absence de saveur. Non mais je veux dire, c'est pas... Parenthèse, Anna, pendant ces années à Beauvau, quand il était ministre de l'Intérieur, il n'a pas non plus ménagé. Oui, comme tout ministre de l'Intérieur d'ailleurs. Oui, mais certains le font avec plus ou moins de... Donc en fait, Nicolas Sarkozy pense que c'est la revanche des juges en ce moment. Ah non mais complètement, il pense être victime d'un vrai acharnement. Alors ce qui est intéressant aussi quand on connaît Nicolas Sarkozy, c'est sa capacité à se victimiser. Il ne faut pas la sous-estimer, cette capacité-là. On a vu ce qu'il a su faire avec l'affaire Clear Stream. On sait son potentiel de médiatique et sa capacité de retourner les situations. Donc si les juges n'arrivent pas à l'attraper vraiment, on peut compter sur le fait que Nicolas Sarkozy essaiera d'instrumentaliser, si vous voulez, ce qu'il va présenter comme un acharnement. En même temps, David, on se souvient de Maître Herzog, l'avocat de Nicolas Sarkozy, en novembre 2012, après la première convocation, et d'ailleurs il n'avait pas été mis en examen, il était sorti avec le statut de témoin assisté, dire c'est terminé, Nicolas Sarkozy et l'affaire Bettencourt, c'est terminé. Ben non, c'est pas terminé. Absolument. Ses ennemis, ses adversaires, comme ses amis, pensaient que l'affaire était bien derrière lui et que ça ne faisait plus partie des motifs d'empêchement d'un retour. Il y en avait d'autres. Il y avait la situation politique à droite, l'état des forces, Copé, Fillon, les sondages, l'état bien sûr de Hollande et du gouvernement. Mais ça semblait être un motif qui était derrière. Et là, il revient patatras et c'est évidemment une très mauvaise chose. Est-ce que ça empêche son retour en politique? Pour l'instant, non, puisqu'on ne sait pas quelle va être l'issue de la procédure judiciaire et tout dépendra de cela. C'est un peu le même cas de figure que Cahuzac, dont je crois on va parler tout à l'heure. Mais là-dessus, c'est quand même un gros écueil, un gros caillou dans sa chaussure, voire un menhir dans son jardin. On sait très bien dans ces affaires, c'est que le temps judiciaire n'est pas le temps politique, n'est pas le temps médiatique. C'est toujours très long, ces procédures. Alors, à la fin, il sera peut-être innocenté, mais d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Mais c'est ce qu'ils veulent, les Sarkozy veulent que ça aille vite. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, qu'on soit fixé rapidement et que donc soit ils puissent se victimiser très tranquillement et très médiatiquement et pouvoir essayer de retourner la situation à son avantage, et soit se confronter jusqu'au bout à ces accusations. Mais ce qui serait le pire aujourd'hui pour Nicolas Sarkozy, c'est que ça traîne. Parce que lui, son rêve, si vous voulez, c'est que les municipales de 2014 sonnent la montée du Front National, que la droite en déconfiture se tourne comme un seul homme vers lui, parce que la crise de leadership ne serait évidemment pas réglée, et elle ne sera pas réglée pour les municipales de 2014 à droite, et donc qu'il soit finalement le sauveur de son camp. Voilà, c'est ça le rêve de Nicolas Sarkozy. Et c'est vrai que si cette procédure judiciaire traînait, ça empêcherait son rêve, parce que ça ferait planer au-dessus de sa tête un spectre insupportable. Tout à l'heure, il y a 5 minutes, Luc Châtel est avec nous en direct. Il était agacé qu'on le questionne sur Nicolas Sarkozy. On sent que la génération à droite qui doit prendre le pouvoir, on a marre d'être toujours ramené à Nicolas Sarkozy, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons judiciaires. C'est-à-dire que jusqu'ici, l'ombre portée de Nicolas Sarkozy restait un empêchement de nature politique. C'est-à-dire que François Fillon, on l'avait vu essayer de se débarrasser de cette tutelle. Jean-François Copé faisait comme il pouvait pour s'en démarquer tout en ayant l'air de ne pas s'en démarquer. Mais là, on n'est plus du tout dans la même chose. C'est-à-dire que maintenant, on va être renvoyé à l'affaire Bettencourt, aux questions embarrassantes que ça pose pour l'ancien exécutif et bien sûr pour la suite des opérations pour Nicolas Sarkozy. Donc on est dans toute autre chose et c'est bien évidemment que ses amis sont très embêtés. De toute façon, ils ont un problème avec Sarkozy, je dirais, à l'UMP, parce qu'ils ont besoin de tourner la page, et il y a un fantôme Nicolas Sarkozy qui plane au-dessus d'eux, et comme aucun d'eux ne se détache, ne se démarque et ne s'impose, ils traînent Nicolas Sarkozy comme un boulet. Donc si ça devient en plus une casserole judiciaire, c'est compliqué. On l'a senti notamment avec le discours de Jean-François Copé à l'Assemblée nationale. L'actuel président de l'UMP faisait beaucoup référence à
à Nicolas Sarkozy, regrettait finalement que Jean-Marc Ayrault ait défait tout ce que Nicolas Sarkozy avait fait. Donc voilà, on est toujours sur l'action de Nicolas Sarkozy, alors que Jean-François Copé se présente comme le successeur en quelque sorte. Bien sûr, à l'UMP, les principaux leaders, les principaux responsables qui sont d'ailleurs en bataille pour le leadership, n'ont pas tué le père politique. Le père politique, d'ailleurs, n'a pas l'intention de se laisser tuer. On en a parlé il y a quelques temps ici même sur le retour avec cette interview à Valeurs Actuelles, assez significative, souvenez-vous. Et évidemment... les images en Libye aussi. Les images en Libye, bien sûr. C'est la preuve. Et puis la chanson qu'il a laissé chanter à son épouse. Oui, on n'est pas sûr que le pingouin soit François Hollande, Anna, vous le savez. Il y a une enquête en cours. Non, mais pas seulement. On est sûr que Montraymond est Nicolas Sarkozy. Oui, c'est sûr. Donc si vous voulez, déjà de ce point de vue-là, on a quelques certitudes. Un faisceau d'indices concordants qui laisse à penser quand même, que le pingouin, c'est bien François Hollande, d'accord. C'est quand même une drôle de semaine pour l'image que renvoie la classe politique. Bon, Nicolas Sarkozy, un ancien président dans le bureau d'un juge, c'est pas anodin. Jérôme Cahuzac, obligé de démissionner parce qu'un procureur va ouvrir une information judiciaire. Ça fait beaucoup, on est en temps de crise. Les Français trouvent que la classe politique n'arrive pas à résoudre leurs problèmes. Et en plus, cette classe politique n'aurait pas un comportement irréprochable. Bien sûr. Là, l'opprobre touche à droite comme à gauche, mais je dirais que c'est peut-être encore plus embarrassant pour la gauche, du moins pour celle qui est au pouvoir aujourd'hui. Avec l'affaire Cahuzac avec l'affaire Cahuzac, puisque jusqu'ici, François Hollande avait essuyé une série de déconvenues, de désillusions, pour ne pas dire de vicissitudes. Souvenez-vous, les résultats économiques, chômage, emploi, croissance, les sondages, les couacs ministériels, j'en passe et des meilleurs. Sa sortie à Dijon n'avait pas réussi à relancer la machine présidentielle. Et puis là, patatras, il y avait quelque chose auquel il avait jusqu'ici échappé, c'est-à-dire le soupçon, le doute, l'opprobre judiciaire. Et là, ça retombe sur l'ensemble du gouvernement, même si c'était évidemment le cas d'un seul ministre qui est relatif à des activités antérieures à sa prise de pouvoir. C'est un sujet sensible. Mais c'est un sujet extrêmement sensible. Et le blanchiment d'argent sur un ministre qui plus est chargé du budget et donc de la répression de la fraude fiscale. Donc du point de vue symbolique, la gauche qui avait finalement réussi à malgré une série de déconvenues et éviter ce problème judiciaire, eh bien, il tombe comme la droite. Anna Cavana. Il y a quand même une chose qu'on voit dans cette affaire, et ce que François Hollande a voulu montrer, c'est qu'il n'était pas monsieur ni oui ni non, parce que vous avez vu qu'il a tranché très rapidement. Vrai. 3 heures après le communiqué de presse qui annonce l'ouverture de l'enquête judiciaire, François Hollande démissionne Jérôme Cahuzac avec un communiqué lapidaire de l'Élysée. Donc là, il a vraiment voulu montrer qu'il était quelqu'un qui savait trancher dans le vif. Donc vous êtes en train de dire que cyniquement, ça l'aide ? Attendez, je dans vous sa dis, façon je de vous dis se juste montrer qu'il essaye de se rattraper aux branches, si vous voulez, de la posture politique et d'essayer de montrer que il s'est tranché dans le vif, qu'il s'est coupé des têtes. Et là, on a clairement, je veux dire, c'est Nicolas Sarkozy coupait pas des têtes aussi rapidement. 3 heures pour couper une tête, c'est énorme. Éric Woerth est resté plus longtemps au gouvernement. Bien sûr, mais c'est très important. Oui. Mais c'est la droite d'ailleurs qui le fait, et je suis pas sûr qu'elle a raison de le faire. Non, mais c'est-à-dire que François Hollande voulait par-dessus tout éviter que la majorité actuelle, le gouvernement, traîne cette affaire comme un boulet, comme la majorité précédente, le gouvernement précédent, avait traîné le cas Woerth. Donc il importait de trancher dans le vif, et c'est la raison pour laquelle, dès l'ouverture judiciaire, il n'y a pas de mise en examen. Il va encore plus loin que Lionel Jospin, qui lui considérait que... à peine commencé. Voilà. Et donc il n'est pas du tout sûr qu'il soit mis en examen, il n'est même pas sûr qu'il soit entendu comme témoin assisté, même si c'est probable et possible. Eh bien, il a décidé de trancher. Il voulait s'éviter cette longue agonie, c'est le terme qui est employé à l'Élysée, agonie à la fois personnelle et puis finalement du gouvernement qui est totalement plombé par cette affaire. Il faut quand même rappeler une chose, c'est qu'il attendait que ça, l'occasion, le prétexte judiciaire pour trancher dans le vif cette crise qui était pour lui une crise larvée. Il a jamais beaucoup aimé Jérôme Cahuzac, jamais. Je veux dire, il l'avait, je sais pas si ça c'est amusant quand même, il l'avait nommé ministre délégué au budget en sachant combien Cahuzac trouvait ce titre humiliant parce qu'il n'était pas ministre plein. Et donc, il a toujours eu à l'endroit de Jérôme Cahuzac à la fois du respect pour ses compétences techniques et en même temps un vrai problème avec l'homme. Et donc, quand l'homme a commencé de lui poser un problème politique, il attendait le moment de lui couper la tête. Et il n'a pas traîné. Je veux dire, ça, on peut pas. Voilà, pourtant, Laurent Wauquiez a reproché à François Hollande d'avoir trop attendu. Alors pourquoi a-t-il attendu ? Jérôme Cahuzac aurait dû partir plus tôt. Oui, mais pourquoi a-t-il attendu ? Parce qu'il n'y avait pas d'éléments ni matériel ni judiciaire. C'est-à-dire que là, il n'y a toujours pas d'éléments matériels démontrés, à part ce qu'a démontré la police scientifique et technique sur l'enregistrement. Mais il y a un élément judiciaire qui est l'ouverture de la procédure. Et donc, plutôt que d'attendre effectivement pendant des semaines ou des mois une éventuelle convocation, une éventuelle mise en examen, et puis de se voir tous les jours poser la question
du caca-usac, si j'ose dire, eh bien, François Hollande a tranché, s'en est débarrassé. Mais il ne pouvait pas le faire avant, sous peine d'avoir été accusé, justement, d'avoir tranché trop tôt et d'avoir été injuste. Parce que sinon, il l'aurait fait. Voilà, c'est ça qu'il faut, bien le voir, il faut bien le dire. Il l'aurait tranché avant s'il avait pu, parce qu'il avait envie de se débarrasser et de Jérôme Cahuzac et du problème ce climat délétère, la crise, plus ces affaires la judiciaire qui touchent la droite comme la gauche, ça profite à qui? Au Front National? Avant même l'affaire Cahuzac, on l'avait vu dans l'élection partielle de l'Oise, dimanche, deuxième tour, là. Une fois de plus, comme dans l'histoire, à chaque moment où la crise économique, financière, sociale est très forte, où les affaires de corruption, ou je dirais de magouille, entre guillemets, semblent prendre le dessus, eh bien, c'est le populisme, et notamment le populisme d'extrême droite, qui reprend le dessus. On ne va pas faire un cours d'histoire ici, mais c'est un grand classique de l'histoire politique. Mais la question, c'est à qui à droite profitera la montée du Front National? Parce que c'est une montée prévisible, et qui est-ce qui à droite va réussir à s'en emparer? Si Nicolas Sarkozy ne peut pas le faire, qui va réussir à faire ça? C'est-à-dire, qui est celui qui va se faire conseiller par Patrick Buisson? Mais à qui Buisson va-t-il murmurer des conseils à l'oreille? On peut penser à Jean-François Copé. En tout cas, très clairement, ça va être un enjeu à droite. Voilà. Un dernier mot, il nous reste 30 secondes. Vous avez suivi la motion de censure mercredi. Bon, on a beaucoup parlé de folklore parlementaire. Ça a amené quelque chose au débat? Pas grand-chose. Je dirais que ni Jean-François Copé ni Jean-Marc Ayrault, puisqu'il s'agissait des principaux orateurs, n'ont été très flamboyants. Mais j'ai tendance à dire que Jean-Marc Ayrault avait un petit peu plus travaillé son discours sur le fond que d'habitude. Et même s'il n'a pas totalement galvanisé ses troupes, je dirais qu'il a plutôt été un tout petit ton au-dessus, même si ce n'était pas flagrant. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils avaient tous les deux, Copé comme Ayrault, besoin de s'imposer par rapport à leur camp, et que de ce point de vue-là, ils ont échoué et l'un et l'autre. Merci Anna, merci David. À suivre les prévisions météo. Et puis le 20h, présenté par Alain Marchal. Très bonne soirée sur BFM TV.